Je suis Nathaniel Wilson, 32 ans, vivant à Seattle avec une vie que j'ai soigneusement construite à partir de rien. La paix dont je jouis aujourd'hui est venue après 2 décennies de tourments de la part de mon frère Marcus, dont la cruauté ne connaissait aucune limite. Mes parents ont tout vu, mais ont choisi le déni, minimisant ma douleur comme de simples plaintes enfantines. Je pensais avoir enfin échappé à ce cauchemar jusqu'à ce que mon téléphone sonne samedi dernier. Leur voix tremblait alors qu'ils me suppliaient de rentrer à la maison. Marcus a besoin d'une greffe de rein et je suis son seul espoir. Avant de poursuivre mon histoire, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour entendre plus d'histoires de trahison et de rédemption familiale. J'ai grandi dans un quartier résidentiel tranquille de Portland, dans une maison bleue avec des boiseries blanches qui semblaient parfaites de l'extérieur. Mon frère Marcus avait 3 ans de plus et, au début, je l'idolâtrais comme le font souvent les jeunes frères. Je le suivais partout, voulant être comme mon super grand frère qui semblait tout savoir. Cette admiration innocente n'a pas duré longtemps. Le premier incident, je me souviens clairement, s'est produit quand j'avais 5 ans. Marcus en avait 8, assez vieux pour savoir ce qu'il faisait. J'avais reçu pour mon anniversaire une figurine d'action en édition limitée, Captain Stellar, mon super-héros préféré. Je chérissais ce jouet, je le gardais sur une étagère spéciale dans ma chambre. Un après-midi, je suis rentré de la maternelle pour trouver Captain Stellar démembré, ses bras et ses jambes éparpillés sur le sol de ma chambre, sa tête manquante complètement. Quand j'ai pleuré devant mes parents, Marcus a pris son air innocent. C'était probablement comme ça quand il est parti à l'école, a dit Marcus en haussant les épaules. Il casse toujours ses jouets. Ma mère m'a tapoté la tête. Maintenant, Nathaniel, tu dois faire plus attention à tes affaires, et ce n'est qu'un jouet, mon chéri. Pas besoin de tant de drame. Mon père a à peine levé les yeux de son journal. Les garçons seront toujours des garçons. Tu apprendras à être plus fort. Cette nuit-là, j'ai trouvé la tête de Captain Stellar dans le tiroir du bureau de Marcus. Quand je l'ai affronté, il m'a attrapé le bras, le tordant jusqu'à ce que je gémisse. Dis à maman et papa. Et la prochaine fois, ce sera pire que ton stupide jouet, a-t-il chuchoté. J'ai vite appris que Marcus fonctionnait selon des règles différentes de celles des frères et sœurs normaux. Ce n'étaient pas des chamailleries ou des taquineries fraternelles typiques. Il y avait une cruauté calculée dans ses actions, et une satisfaction qu'il tirait de ma souffrance qui m'effrayait même enfant. En vieillissant, Marcus est devenu plus sophistiqué dans son tourment. Il attendait que personne ne regarde pour me faire trébucher, me pincer ou détruire quelque chose que je valorisais. Devant nos parents, il était le fils parfait, poli, charmant, serviable. Derrière des portes closes, il était mon cauchemar personnel. L'école aurait dû être un refuge, mais Marcus s'est assuré que ce ne soit pas le cas. Il a répandu des rumeurs sur moi. Il a dit aux autres enfants que je faisais pipi au lit ou que j'avais des habitudes étranges. Être le petit frère bizarre de Marcus est devenu mon identité indésirable. J'ai essayé de me faire des amis, mais Marcus trouvait des moyens de saboter ses relations, soit en intimidant d'autres enfants, soit en me faisant honte devant eux. Ma maîtresse de CM1, Madame Norris, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle a demandé une conférence parents-professeurs et a gentiment suggéré qu'il pourrait y avoir des dynamiques préoccupantes entre Marcus et moi. Mes parents étaient indignés. Marcus est un élève et un frère exemplaire, a insisté ma mère. Nathaniel a toujours été sensible et enclin à l'exagération. Nous y travaillons avec lui. Madame Norris a essayé d'insister, mais mes parents se sont plaints au directeur et l'affaire a été classée. Après cela, j'ai appris que même les adultes ne pouvaient pas m'aider. Je suis devenu plus silencieux, j'ai gardé ma douleur pour moi et j'ai essayé de devenir invisible. Nos dynamiques familiales étaient d'une clarté cristalline. Marcus était l'enfant en or, athlétique, charismatique, académiquement réussi. J'étais la déception, trop silencieux, trop sensible, trop tout ce que mes parents ne valorisaient pas. Il assistait à tous les matchs de baseball de Marcus, l'acclamant bruyamment depuis les tribunes, tandis que mon exposition d'art ou ma foire scientifique recevait un « c'est gentil, mon chéri », citant et qu'il daigne se montrer. Quand j'avais 10 ans, j'ai finalement eu le courage de me défendre. Marcus avait pris mes devoirs et les avait remplacés par des bêtises, ce qui m'avait valu d'être collé pour ne pas avoir pris mes devoirs au sérieux. Ce soir-là, je l'ai affronté à table. Marcus a volé mes devoirs et les a remplacés par du charabia, ai-je dit,
ma voix tremblante. C'est pour ça que j'ai été collé aujourd'hui. La table est tombée silencieuse. Le visage de mon père s'est assombri. Ma mère a semblé embarrassée. Nathaniel, a-t-elle grondé. Quelle terrible accusation portée contre ton frère. Marcus a pris une expression blessée. Pourquoi ferais-je ça? J'étudiais avec Jason tout l'après-midi hier. Tu peux appeler sa mère si tu ne me crois pas. Mon père a frappé la table de la main. Je ne tolérerai pas ce genre de jalousie dans ma maison. Va dans ta chambre, Nathaniel. Pas de dîner ce soir, et tu t'excuseras auprès de ton frère demain matin. En quittant la table, j'ai aperçu le sourire en coin de Marcus. Cette nuit-là, il est venu dans ma chambre. La prochaine fois, a-t-il dit doucement, souviens-toi qu'ils croiront toujours. Je m'en suis souvenu, et je ne l'ai plus jamais accusé publiquement. Le collège a apporté de nouvelles dimensions au harcèlement de Marcus. Maintenant âgé de 14 à 16 ans, il avait développé une intelligence sociale qui le rendait populaire et puissant. Pendant ce temps, je traînais dans les couloirs la tête baissée, essayant d'éviter d'être remarqué. Le harcèlement physique est devenu plus calculé. Marcus savait exactement à quel point frapper pour éviter de laisser des marques, ou me pousser pour que je tombe, mais sans que je puisse prouver que c'était délibéré. Il attendait que nos parents soient hors de portée de voix pour chuchoter des menaces ou des moqueries. Son timing était impeccable. Personne ne t'aime vraiment, me disait-il avec désinvolture en me passant le sel au dîner. Ils ont juste pitié de toi. Ou il me frôlait dans le couloir à la maison. J'ai lu ton journal. Pathétique. Je n'avais jamais tenu de journal, mais j'ai passé des heures à fouiller ma chambre, paranoïaque à l'idée de ce qu'il aurait pu découvrir de mes pensées intimes. Cette guerre psychologique s'est étendue à l'école. Marcus racontait à ses amis des choses embarrassantes que j'aurais prétendument faites, des incidents fictifs d'énurésie nocturne ou des habitudes bizarres. Il piratait mon compte email et envoyait des messages étranges à des camarades de classe. Les gens ont commencé à m'éviter, chuchotant à mon passage. Un incident particulier se démarque de ma 4e année. J'avais passé des semaines à travailler sur un projet de foire scientifique sur l'énergie renouvelable, construisant une petite éolienne fonctionnelle qui pouvait alimenter une ampoule. La nuit précédant la foire, je l'ai laissée dans le garage où je travaillais. Le matin, elle était détruite. Fils coupé, pale cassée, la base fissurée. Ma mère m'a trouvé en pleurs devant les morceaux. Oh, Nathaniel, a-t-elle soupiré. Tu aurais dû faire plus attention à l'endroit où tu la laissais. Le garage n'est pas un endroit pour des choses délicates. Quand j'ai suggéré que Marcus l'avait peut-être fait, la patience de mon père a craqué. Ce jeu de reproches doit cesser. Marcus était à l'entraînement de basket jusqu'à 21h, puis il est allé directement au lit. Je l'ai vérifié moi-même. Tu dois prendre la responsabilité de ta propre négligence. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Marcus avait maîtrisé l'art de se faufiler après leur coucher. Je l'avais entendu de nombreuses fois, mais le dire ne ferait que m'attirer plus d'ennuis pour avoir inventé des choses. Au début du lycée, le contraste entre nos vies s'est accentué. Marcus était président du corps étudiant, athlète star, sortant avec les plus jolies filles. J'étais le petit frère maladroit avec peu d'amis, connu principalement pour être trop sensible au bizarre. Mon anxiété et ma dépression se sont aggravées. J'ai développé de l'insomnie, sursautant au moindre bruit, anticipant toujours la prochaine attaque. Mes notes ont chuté car j'avais du mal à me concentrer. Lorsque mes parents ont reçu des avis concernant mes performances en baisse, ils ont répondu avec déception plutôt qu'avec inquiétude. Ton frère réussit à avoir des A tout en jonglant avec le sport et le gouvernement étudiant, disait mon père. Quelle est ton excuse? J'ai trouvé de petits sanctuaires, la bibliothèque de l'école pendant le déjeuner, le laboratoire informatique après les heures de cours, ma chambre avec la porte verrouillée. J'ai appris la programmation par moi-même, trouvant du réconfort dans le monde logique du code, où les règles avaient un sens et les actions avaient des conséquences prévisibles. Contrairement à ma vie à la maison où les règles changeaient constamment pour s'assurer que je perde toujours. En 2e année, j'ai rencontré Trevor Matthews au club informatique. Il était nouveau à l'école, n'avait pas encore absorbé l'opinion générale selon laquelle j'étais quelqu'un à éviter. Quand Marcus a essayé ses tactiques habituelles, répandant des rumeurs sur moi à Trevor, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ton frère est un peu un salaud, n'est-ce pas, a dit Trevor un jour alors que nous travaillions sur un projet de codage. J'ai figé,
incapable de répondre. Personne ne l'avait jamais reconnu auparavant. Mon cousin était comme ça, a continué Trevor avec désinvolture. Un psychopathe total pour moi, un ange parfait pour tout le monde. Ma tante a appelé ça du gaslighting une fois qu'elle a finalement compris. C'était la première fois que j'entendais ce terme. Cette nuit-là, je l'ai cherché, lisant sur la manipulation psychologique et ressentant une reconnaissance horrible. Quelqu'un d'autre avait vécu ça. Il y avait un nom pour ça. Je n'étais pas fou. Trevor est devenu mon seul véritable ami. La seule personne qui me croyait sans poser de questions. Avec son soutien, j'ai commencé à imaginer un avenir au-delà de la maison des miroirs de ma famille. Mais Marcus a remarqué cette nouvelle amitié, cette petite poche de bonheur. Au cours de ma première année de lycée, il a exécuté son attaque la plus dévastatrice à ce jour. Il a organisé une fête quand nos parents étaient absents, quelque chose qu'ils avaient interdit, mais qu'ils finiraient par pardonner à leur enfant en or. Pendant la fête, plusieurs portefeuilles et téléphones d'étudiants ont disparu. 2 jours plus tard, les objets volés ont été retrouvés dans mon casier avec un petit sachet de marijuana. Le proviseur a appelé mes parents. Marcus a joué le frère choqué et déçu. Je ne comprends pas, a-t-il dit en secouant tristement la tête. Il agit bizarrement ces derniers temps, il traîne avec ce nouveau gamin. Peut-être que c'est une mauvaise influence. J'ai protesté de mon innocence. Mais les preuves semblaient irréfutables. Seul Trevor m'a soutenu, soulignant que j'avais été chez lui à étudier pendant la fête, que je n'avais pas accès aux objets volés. Mais sa parole contre les preuves n'a pas suffi. J'ai échappé de justesse à l'expulsion, purgeant à la place des semaines de retenue et subissant un examen intense de la part des autorités scolaires et de mes parents de plus en plus inquiets. Ce qu'ils appelaient de l'inquiétude, je le reconnaissais comme de la surveillance. Ils ont commencé à vérifier ma chambre, à surveiller mon utilisation de l'ordinateur, à remettre en question mes allées et venues, tout en observant Marcus avec satisfaction, sachant qu'il avait réussi à faire de moi un prisonnier dans ma propre maison. À 17 ans, je me reconnaissais à peine. L'enfant extraverti qui aimait autrefois l'école était devenu un adolescent renfermé qui sursautait au moindre mouvement brusque et évitait le contact visuel. Mon monde s'était réduit à naviguer quotidiennement dans le champ de mine de la maison et de l'école sans déclencher la cruauté de Marcus ou la déception de mes parents. Marcus, alors âgé de 20 ans, avait choisi de fréquenter le collège communautaire local tout en vivant à la maison. J'avais espéré qu'il déménagerait pour ses études, me donnant un peu de paix pendant mes dernières années de lycée, mais sans succès. Au lieu de cela, sa présence restait une menace constante. Son statut dans notre famille n'était pas diminué. Mes parents avaient créé un fonds d'études pour moi à ma naissance. Rien d'extravagant, mais assez pour couvrir une partie des frais de scolarité dans une université d'État. Cela représentait mon seul espoir d'évasion, la lumière au bout de mon tunnel. J'avais commencé à rechercher des universités à travers le pays, rêvant d'endroits à des milliers de kilomètres de Portland, de Marcus, de l'environnement toxique qui m'écrasait. Un soir du printemps de ma première année de lycée, j'ai surpris mes parents en train de discuter de finances à voix basse. Curieux, je suis resté dans le couloir, hors de vue. Le compte est complètement vide, disait mon père. Comment cela a-t-il pu arriver? Est-ce que ce pourrait être une erreur bancaire, a suggéré ma mère. Je les ai déjà appelés. Les retraits ont été effectués sur plusieurs mois, tous avec le bon code PIN et la vérification d'identité. Mon sang s'est glacé. Il parlait de mon fonds d'études. Le lendemain matin, la tempête a éclaté. Mes parents m'ont confronté au petit déjeuner, le visage sombre. Nous devons parler de l'argent, Nathaniel, a dit mon père. Quel argent, ai-je demandé, sincèrement confus. Ne fais pas l'idiot. Ton fonds d'études. 17 000 $ retirés au cours des 6 derniers mois. Je les ai regardés sans comprendre. Je n'ai pas pris d'argent. Je n'ai même pas accès à ce compte. Ma mère a poussé une pile de papier vers moi. Alors explique ces retraits tous effectués pendant les heures de cours, quand tu es censé être en classe. Et elle a glissé plusieurs avis d'absence de l'école montrant que j'avais séché les cours exactement ces jours-là. J'ai senti la pièce tanguer. Je n'ai pas séché ces cours. J'étais là. Vous pouvez demander à mes professeurs. Nous l'avons déjà fait, a interrompu mon père. Ils ont confirmé tes absences. Marcus est entré dans la cuisine,
l'inquiétude gravée sur son visage. Que se passe-t-il? Mon père a expliqué la situation pendant que j'étais assis dans un silence stupéfait. L'expression de Marcus est passée de l'inquiétude à la déception. Je ne voulais rien dire, a-t-il dit avec hésitation. Mais j'ai remarqué des changements chez Nathaniel ces derniers temps. De nouveaux vêtements, il ne pouvait pas expliquer. Rester dehors tard avec des gens que je ne connais pas. C'est un mensonge, ai-je crié. Je n'ai pas acheté de nouveaux vêtements depuis 1 an, et je ne sors jamais tard. Tu m'as mis sous surveillance depuis l'incident du casier. Et il y a ça, a continué Marcus, sortant un petit sachet de pilules de sa poche. Je l'ai trouvé dans son tiroir de bureau quand je cherchais une calculatrice. Mes parents ont fixé les pilules, puis moi, l'horreur et la déception se mêlant dans leurs expressions. Elles ne sont pas à moi, ai-je dit, ma voix brisée. Ils montrent des preuves, comme avec les portefeuilles volés. Vous ne voyez pas ce qu'il fait? Mais ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas pu ou n'ont pas voulu reconnaître le schéma qui avait défini toute mon enfance. Mon père a confisqué mon ordinateur portable et mon téléphone. Ma mère a pleuré sur ce qu'ils avaient fait de mal. J'ai été mis à l'isolement indéfiniment avec des discussions sur des séances de conseil pour ma toxicomanie et mon comportement criminel. Plus tard, seul dans ma chambre, j'ai reconstitué ce qui avait dû se passer. Les absences avaient été falsifiées, probablement grâce aux relations de Marcus au bureau de l'école. Les retraits avaient été effectués en utilisant ma carte d'identité, qui avait mystérieusement disparu pendant 1 semaine plus tôt cette année-là avant de réapparaître dans mon casier de sport. Marcus avait planifié cela méticuleusement, s'assurant que je n'aurais aucune échappatoire. Cette nuit-là, j'ai envisagé d'y mettre fin. L'avenir s'étendait devant moi, sombre et sans espoir. Pas de fonds d'études signifiait pas d'évasion. Mes parents croyaient que j'étais un voleur et un toxicomane. Ma vie à la maison était insupportable. À quoi bon continuer? J'ai envoyé un texto à Trevor en utilisant un vieil iPod que mes parents avaient oublié, en me connectant au Wi-Fi non sécurisé du voisin. Il est venu à ma fenêtre à minuit et nous avons parlé jusqu'à l'aube. Il m'a rappelé que je n'avais qu'à endurer 1 an de plus avant de pouvoir partir légalement. Il m'a aidé à voir qu'il existait des options au-delà du soutien financier de mes parents. Demande des bourses d'études, a-t-il insisté. Tu es assez intelligent. Et les prêts étudiants existent pour une raison. Avec le soutien de Trevor, j'ai élaboré un nouveau plan d'évasion. J'ai commencé à postuler pour toutes les bourses que je pouvais trouver, écrivant des essais tard le soir après que mes parents se soient endormis. J'ai pris un emploi à temps partiel dans une librairie locale, économisant chaque sou sur un compte bancaire que la mère de Trevor m'avait aidé à ouvrir, en utilisant son adresse pour les relever. Par miracle, ou peut-être parce que mon désespoir s'est traduit par des essais particulièrement convaincants, j'ai reçu une bourse substantielle pour une université à Boston. Cela ne couvrirait pas tout, mais combiné aux prêts étudiants et à mes économies secrètes, cela rendait l'évasion possible. Lorsque la lettre d'acceptation et de bourse est arrivée, la réaction de mes parents a été, au mieux, tiède. Boston est très cher, s'est inquiétée ma mère, et si loin. L'université d'État serait bien plus pratique maintenant que ton fonds d'études a disparu. Et comment savoir que tu ne gâcheras pas cette opportunité aussi, a ajouté mon père. Marcus, cependant, a reconnu la menace de mon évasion imminente. Dans les semaines précédant mon départ, des choses dont j'avais besoin pour l'université ont commencé à disparaître, mon chargeur d'ordinateur portable, des documents importants, les vêtements d'hiver dont j'aurais besoin à Boston. Ma lettre d'acceptation elle-même a disparu, me forçant à demander un duplicata envoyé directement chez Trevor. Le matin de mon départ pour Boston, mes parents m'ont fait des câlins raides et maladroits. Ma mère m'a tendu une petite enveloppe avec $200 pour les urgences tout en me rappelant à quel point ils étaient déçus par mon comportement passé. Mon père a limité ses conseils à un avertissement sévère sur le fait de rester loin de ces types de personnes qui m'avaient égaré auparavant. Marcus n'est même pas descendu dire au revoir. Alors que le taxi s'éloignait, j'ai regardé la maison de mon enfance et je l'ai vu me regarder depuis la fenêtre de sa chambre, son expression indéchiffrable. Je ne le savais pas alors, mais il faudrait 5 ans avant que je ne leur parle volontairement à nouveau. Arriver à Boston, c'était comme atterrir sur une autre planète. Pour la première fois de ma vie, personne ne me connaissait comme le frère bizarre de Marcus ou le jeune Wilson à problème. Je pouvais être n'importe qui, ou plus important encore, je pouvais être moi-même, qui que cela puisse être.
J'avais passé tellement de temps à m'adapter pour survivre que je connaissais à peine mes propres préférences, intérêts ou personnalités en dehors du contexte d'éviter la colère de Marcus. La transition n'a pas été facile. Pendant la semaine d'orientation, mon colocataire a accidentellement claqué une porte, et j'ai eu une crise de panique totale, hyperventilant, tremblant, convaincu que j'allais être puni pour quelque chose. L'épisode était suffisamment embarrassant pour que je finisse par visiter le centre de conseil de l'université, m'attendant à être ignoré ou mal compris comme je l'avais été toute ma vie. Au lieu de cela, j'ai rencontré le docteur Evelyn Carter, une psychologue spécialisée dans les traumatismes familiaux. Lors de notre première séance, je n'ai révélé que les grandes lignes de mon enfance, tâtant le terrain avec prudence. À mon grand choc, elle n'a pas minimisé mes expériences ni suggéré que j'exagérais. Ce que vous décrivez ressemble à un cas classique de bouc émissaire au sein d'un système familial compliqué par l'abus entre frères et sœurs, a-t-elle dit d'un ton factuel. Vos réponses, l'anxiété, l'hypervigilance, la difficulté à faire confiance, ce sont des adaptations normales à une situation anormale. J'ai craqué dans son bureau ce jour-là, sanglotant de la simple consolation d'être cru. Au cours des 3 années suivantes, le docteur Carter m'a aidé à comprendre les dynamiques qui avaient façonné mon enfance. J'ai appris sur les systèmes familiaux narcissiques, sur les réactions au traumatisme, sur la façon dont le cerveau s'adapte au stress et à la peur chronique. Le plus important, j'ai appris que rien de tout cela n'était de ma faute. Mes contacts avec ma famille se sont réduits à des appels obligatoires pour les fêtes, brefs et superficiels. Je répondais à leurs questions sur les cours avec un minimum de détails, esquivais leurs plaintes sur la rareté de mes appels, et mettais fin à la conversation aussi vite que possible. Marcus tentait occasionnellement de me provoquer pendant ses appels, faisant des remarques subtiles destinées à susciter une réaction, mais j'avais appris à me désengager. On dirait que l'université t'a rendu encore plus sensible, a-t-il commenté lors d'un appel de Noël. Tu ne peux même plus prendre une blague. J'ai simplement répondu, je dois aller étudier maintenant. Au revoir, et j'ai raccroché, le cœur battant, mais la voix stable. Chaque semestre, chaque année qui passait, je devenais plus fort. J'ai découvert que j'avais un talent pour l'informatique, en particulier l'ingénierie logicielle. Je me suis fait des amis lentement, avec prudence au début, m'attendant toujours à la trahison, mais apprenant progressivement à m'ouvrir. J'ai rejoint des clubs, essayé de nouvelles activités, découvert que j'aimais l'escalade et la photographie. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai reçu plusieurs offres d'emploi. J'ai choisi une entreprise technologique à Seattle, en partie pour l'opportunité de carrière et en partie pour les 3000 miles supplémentaires que cela me mettrait entre moi et Portland. L'entreprise a offert une aide à la réinstallation. Et en moins d'1 mois après avoir obtenu mon diplôme, j'étais installé dans un petit appartement moderne dans une ville où il pleuvait presque autant que dans la maison de mon enfance, mais où l'air semblait d'une certaine manière plus clair. Ma carrière a prospéré. Je suis passé de programmeur débutant à développeur senior en 3 ans, acquérant une réputation pour la résolution de problèmes complexes et le bon travail avec les clients. Pour la première fois, j'ai reçu une reconnaissance pour mes capacités plutôt qu'une comparaison avec un frère enfant en or. C'est lors d'un événement d'entreprise que j'ai rencontré Stéphanie Ross, une designer UX avec un rire qui me donnait envie de l'entendre encore et une franchise à la fois terrifiante et rafraîchissante. Notre première conversation a duré 3 heures jusqu'à ce que nous réalisions que nous étions les dernières personnes au restaurant et que le personnel attendait poliment notre départ. Sortir avec Stéphanie a été une éducation aux dynamiques relationnelles normales. Elle exprimait ses besoins clairement au lieu de passer par la manipulation. Elle ne me punissait pas pour de petites erreurs ni n'utilisait mes vulnérabilités contre moi. Quand nous n'étions pas d'accord, nous discutions du problème plutôt qu'elle ne tienne les comptes pour des représailles ultérieures. Ces aspects fondamentaux d'une interaction saine étaient des révélations pour moi. Tu t'excuses beaucoup pour des choses qui ne sont pas de ta faute, a-t-elle observé un soir, plusieurs mois après le début de notre relation. Force de l'habitude, ai-je admis, il était plus sûr de supposer que tout était de ma faute. Au lieu de rejeter cela comme dramatique, elle m'a pris la main. Cela a dû être épuisant. Cette simple validation, quelque chose que ma famille ne m'avait jamais offerte, m'a mis les larmes aux yeux. Au fur et à mesure que notre relation s'approfondissait, j'ai progressivement partagé davantage sur mon enfance. Stéphanie a écouté sans jugement, exprimant une colère appropriée en mon nom plutôt que de me suggérer de passer à autre chose, ou d'avancer, lorsque je craignais d'avoir hérité de traits toxiques de ma famille. Elle m'a aidé à examiner mes comportements objectivement,
me rassurant lorsque mes préoccupations étaient infondées et m'aidant gentiment à corriger des schémas qui n'étaient pas sains. Tu n'es pas ton frère, m'a-t-elle dit un jour. Et tu n'es pas condamné à répéter les erreurs de tes parents. Tu es conscient de ces schémas, ce qui signifie que tu peux en choisir d'autres. Avec le soutien de Stéphanie et une thérapie continue, j'ai construit la vie dont j'avais toujours rêvé, un travail significatif, de véritables amitiés, une relation amoureuse, et le plus précieux de tout, la paix. L'hypervigilance qui avait été ma compagne constante pendant 20 ans a progressivement diminué. Je dormais la nuit la plupart du temps. Je riais facilement et sincèrement. Le soir où j'ai demandé Stéphanie en mariage, debout sur un ferry avec la ligne d'horizon de Seattle scintillante derrière nous, j'ai ressenti un sentiment d'émerveillement que cette vie bonne, gentille, ordinaire, soit réellement la mienne. Quand elle a dit oui, j'ai cru, peut-être pour la première fois, que je méritais le bonheur. Nous avons fixé une date pour le printemps suivant. J'ai envoyé à mes parents une invitation officielle par obligation plutôt que par désir de leur présence. Ils ont répondu par une acceptation tiède et une demande d'amener Marcus et sa nouvelle femme, Véronica. J'ai accepté, supposant que je pourrais supporter leur compagnie pendant une journée, étant donné à quel point j'étais devenu plus fort. Je croyais vraiment avoir échappé à l'attraction gravitationnelle de ma famille toxique. J'avais construit une forteresse impénétrable de distance, de limites et de nouvelles relations. J'étais en sécurité. J'étais libre. Et puis mon téléphone a sonné un samedi matin paisible d'octobre. Et la voix de ma mère, tendue par la panique et lourde de larmes, m'a ramené en orbite. Stéphanie et moi profitions d'un week-end paresseux. La pluie tambourinait contre les fenêtres de notre appartement de Seattle, et l'odeur du café emplissait la cuisine. Nous discutions des destinations de lune de miel, hésitant entre les vignobles de Toscane et les plages de Bali. C'était le genre de moment heureux ordinaire qui me surprenait encore parfois. Cette vie normale que j'avais construite si loin du chaos de mon enfance. Quand mon téléphone a sonné, affichant le numéro de mes parents, mon premier instinct a été de l'ignorer. Ils appelaient rarement en dehors de nos vérifications mensuelles programmées, et ces appels étaient brefs et superficiels par conception, mais quelque chose ou intuition ou peut-être conditionnement persistant m'a fait répondre. Nathaniel. La voix de ma mère sonnait étrange. Tendue. Dieu merci, tu as décroché. Qu'est-ce qui ne va pas, ai-je demandé, immédiatement alerte. C'est Marcus. Elle pleurait maintenant. Il est à l'hôpital. Il y a eu un accident. Les détails sont apparus dans un flot décousu. Marcus rentrait d'une fête, ivre, et avait percuté sa voiture contre une glissière de sécurité. Il avait survécu, mais avait subi de graves blessures internes. Ses reins étaient irréparables. Il avait besoin d'une greffe. Les médecins ont testé ton père et moi, a expliqué ma mère. Mais aucun de nous n'est compatible. Tu es son seul espoir, Nathaniel. Ces mots, tu es son seul espoir, m'ont glacé le sang. Après des années de thérapie, je reconnaissais la manipulation, la pression, le sentiment de culpabilité implicite. Mais la reconnaissance ne me rendait pas immunisé contre ces effets. Nous avons besoin que tu rentres à la maison, la voix de mon père maintenant, ayant pris le téléphone de ma mère. Fais-toi tester pour voir si tu es compatible. C'est ton frère, Nathaniel. Ce dernier appel. C'est ton frère, était lourd d'accusations tacites. Le sous-texte était clair, quelles que soient les doléances que tu penses avoir, quelle que soit la distance que tu as mise. Le sang est le sang. Tu lui dois ça. Après avoir promis d'y réfléchir et mis fin à l'appel, je me suis assis à la table de la cuisine, les mains tremblantes au point de ne pas pouvoir tenir ma tasse de café. Les souvenirs ont afflué. Marcus, détruisant mes affaires, me piégeant pour vol, volant mon fonds d'études, les années de gaslighting et de tourments, et sous tout cela, l'aveuglement persistant de mes parents, leur défense inébranlable de lui à mes dépens. Tu ne leur dois rien, a dit Stéphanie doucement, observant mon visage. Ni une visite, ni un test, et certainement pas un rein. J'ai hoché la tête, mais la culpabilité programmée faisait déjà son chemin dans mon système. Ma respiration est devenue superficielle, ma poitrine serrée. La crise de panique s'est d'abord installée progressivement, puis s'est abattue sur moi comme une vague. Stéphanie m'a guidé à travers les techniques d'ancrage que le docteur Carter m'avait enseignées. 5 choses que je pouvais voir. 4 que je pouvais toucher.
3 que je pouvais entendre. 2 que je pouvais sentir. 1 que je pouvais goûter. Le café amer sur ma langue. La pluie contre la fenêtre. Le tissu doux du canapé sous mes doigts. Une fois le pire passé, j'ai appelé Trevor, qui restait mon ami le plus proche malgré la distance. Il avait entendu les dynamiques familiales de première main, avait été témoin des conséquences de la cruauté de Marcus tout au long du lycée. Ils n'ont pas changé, Nat, a-t-il dit après que je lui ai expliqué la situation. Ils utilisent la même stratégie qu'ils ont toujours utilisée, Marcus en crise, tu t'attends à te sacrifier. La seule différence, c'est que les enjeux sont plus élevés. Mais s'il meurt parce que j'ai refusé? La question qui tourbillonnait dans mon esprit a finalement échappé. La réponse de Trevor a été mesurée. Et s'il meurt? Serait-ce ta faute ou le résultat de ses propres choix et actions au fil de nombreuses années? Il a choisi de conduire en état d'ivresse. Il a choisi de te traiter cruellement toute ta vie. Tes parents ont choisi d'encourager son comportement et de minimiser ta douleur. Es-tu responsable des conséquences naturelles de leur choix? Je n'avais pas de réponse, mais la question elle-même a aidé à créer de l'espace autour du sentiment d'obligation suffocant que je ressentais. Ensuite, j'ai appelé le docteur Carter, qui avait continué à être ma thérapeute par séance vidéo après mon déménagement à Seattle. Elle a écouté la situation sans interruption, puis a offert sa perspective professionnelle. C'est un défi profond en matière de limites, a-t-elle dit. Après des années à construire une séparation saine de la dysfonction de votre famille, on vous demande de donner littéralement une partie de votre corps à la personne qui vous a causé le plus de mal. Il n'y a pas de réponse simple ici, Nathaniel. Mais quoi que vous décidiez, cela doit venir de votre moi authentique, non de la culpabilité, de l'obligation ou de la peur. Comment savoir ce que mon moi authentique veut, ai-je demandé. En prenant le temps de l'écouter. En ne vous précipitant pas dans une décision sous l'effet de la panique. En consultant vos valeurs plutôt que votre conditionnement. Après notre séance, je me suis assis seul sur notre petit balcon, regardant la ligne d'horizon de Seattle disparaître dans le brouillard du soir. La décision qui se présentait à moi ne concernait pas seulement une procédure médicale. Il s'agissait de savoir si j'allais me laisser entraîner à nouveau dans un système qui m'avait presque détruit. Si les limites pour lesquelles j'avais tant lutté pour établir s'effondreraient sous le poids de la crise. Cette nuit-là, j'ai dit à Stéphanie que je devais rappeler mes parents et établir les conditions de mon implication. Quoi que tu décides, a-t-elle dit, je suis avec toi. Mais promets-moi que tu ne les laisseras pas effacer tout ce que tu as construit ici. J'ai promis. Puis j'ai composé le numéro qui, même après toutes ces années, faisait encore battre mon pouls avec anxiété. Je viendrai à Portland, ai-je dit à ma mère, ma voix stable malgré les battements de mon cœur. Je me ferai tester, mais je dois être clair sur quelque chose. Cela ne remet pas à zéro notre relation. Cela n'efface pas le passé. Si je suis compatible et si je décide de donner, ce sera sous des conditions que j'expliquerai à mon arrivée. Il y eut un silence à l'autre bout, puis la voix de mon père, rauque, avec ce qui aurait pu être du soulagement ou du ressentiment. Viens juste ici, Nathaniel. Nous pourrons régler le reste plus tard. Mais je savais qu'il valait mieux ne pas laisser les choses ambiguës avec eux. L'ambiguïté avait toujours été une arme contre moi. Non, ai-je dit fermement. Nous commençons comme nous avons l'intention de continuer. Mes limites sont non négociables. Si vous ne pouvez pas accepter cela, alors je ne viendrai pas du tout. Un autre silence, plus long cette fois. Puis ma mère, soumise. Nous comprenons. S'il te plaît, viens vite. Il n'a plus beaucoup de temps. En raccrochant, je ressentis un étrange mélange d'appréhension et de détermination. Je retournais sur les lieux du traumatisme de mon enfance. Mais je n'étais plus l'enfant sans défense dont il se souvenait. J'étais un homme avec des ressources, avec du soutien, avec une conscience durement acquise des dynamiques qui m'avaient façonné. Je retournais dans la fosse aux lions, mais cette fois je n'étais pas désarmé. Le vol pour Portland fut turbulent, à l'image de mon état intérieur. Stéphanie avait proposé de m'accompagner, mais je lui avais demandé d'attendre. J'avais besoin d'affronter ma famille seule d'abord, de tester ma force contre leur emprise avant de l'exposer à leur dysfonctionnement. Alors que l'avion descendait à travers les nuages de pluie, j'ai vu le paysage familier apparaître. La sinueuse rivière Columbia, les collines verdoyantes, la ligne d'horizon du centre-ville.
Mon estomac se serra d'anxiété. Une mémoire musculaire de plusieurs années a marché sur des œufs. J'ai pris de profondes respirations, me rappelant que j'avais des options maintenant. Je pouvais partir à tout moment. J'avais un billet de retour, un travail, une maison, une fiancée qui connaissait ma valeur, même quand je l'oubliais moi-même. Mes parents attendaient à la porte d'arrivée, l'air plus âgé que dans mes souvenirs. Ma mère avait de nouvelles rides autour des yeux, et les cheveux de mon père étaient devenus complètement gris. Ils m'ont approché avec des mouvements maladroits et hésitants, comme s'ils n'étaient pas sur du protocole pour accueillir un fils qu'ils avaient effectivement perdu il y a des années. Ma mère a tendu les bras pour un câlin, ce que j'ai autorisé, mais sans le rendre pleinement. Mon père m'a serré la main formellement, puis m'a tapoté l'épaule dans un geste affectueux guindé. « Tu as bonne mine », a dit ma mère, ses yeux m'évaluant. « Seattle doit te réussir. »« Oui », ai-je simplement répondu. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut rempli de leurs bavardages prudents, commentaires sur la météo, questions sur mon vol, observations sur les changements de la ville depuis mon départ. Ils ont délibérément évité toute mention de l'état de Marcus ou de la raison de ma visite, comme si nous étions en excursion familiale ordinaire plutôt que pour une urgence médicale. Cette superficialité était leur spécialité, glissant à la surface des choses, sans jamais reconnaître les profondeurs tumultueuses en dessous. Dans le passé, j'avais participé à cette mascarade, désespéré d'obtenir un semblant de normalité. Maintenant, je la reconnaissais comme une autre forme de déni, et je refusais de jouer le jeu. « Parlez-moi davantage de l'état de Marcus », ai-je dit, interrompant le monologue de ma mère sur un nouveau centre commercial. « Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quel est le pronostic ?» Mes parents ont échangé des regards sur le siège avant. Mon père s'est raclé la gorge. Il rentrait d'un événement professionnel, a-t-il commencé. Maman a dit que c'était une fête, ai-je corrigé. Un autre coup d'œil entre eux. Oui, eh bien, une fête professionnelle. Son entreprise fêtait l'atteinte des objectifs trimestriels. Marcus a bu quelques verres, puis a essayé de rentrer en voiture. Il a percuté une glissière de sécurité sur le pont Morrison. Il a eu de la chance de s'en sortir, a ajouté ma mère. La voiture est détruite. Ses reins ont été gravement endommagés par l'impact. Les médecins ont tenté une dialyse, mais il y a eu des complications. Ils ont clairement indiqué qu'une greffe était la seule solution viable à long terme. L'hôpital était en grande partie comme je m'en souvenais d'une amydalectomie de mon enfance. La même odeur antiseptique, le même éclairage fluorescent qui rendait tout le monde malade. Nous avons pris l'ascenseur jusqu'au 5e étage où un panneau indiquait « Néphrologie unité de transplantation ». La chambre de Marcus était privée, avec des moniteurs qui émettaient des bips réguliers et des perfusions qui couraient dans son bras. Il semblait diminuer d'une certaine manière, sa présence habituellement imposante réduite par la blouse d'hôpital et les appareils médicaux. Sa femme, Véronica, était assise à côté du lit, feuilletant un magazine. Elle a levé les yeux quand nous sommes entrés, son expression passant de l'ennui à la curiosité quand elle m'a vu. « Vous devez être Nathaniel », a-t-elle dit en se levant pour me serrer la main. « J'ai tellement entendu parler de vous. » Je me suis demandé exactement ce qu'elle avait entendu, et de qui. Marcus m'avait-il dépeint comme le jeune frère perturbé, la déception de la famille, ou avait-il dit la vérité sur notre enfance, admettant son rôle dans mon exil? Marcus s'est agité au son des voix, ses yeux s'ouvrant lentement. Quand ils se sont posés sur moi, une série complexe d'émotions a traversé son visage, surprise, soulagement et quelque chose qui aurait pu être de la honte avant d'être rapidement réprimé. « Tu es venu » a-t-il dit, sa voix rauque. « Je suis ici pour me faire tester », ai-je précisé. C'est tout ce que j'ai accepté pour l'instant. Mes parents ont fait des mouvements nerveux et hésitants, ma mère redressant les couvertures de Marcus, mon père vérifiant sa montre et mentionnant quelque chose à propos de trouver le médecin. Quand ils ont quitté la pièce, ostensiblement pour parler avec l'équipe médicale, un silence inconfortable est tombé. Véronica a regardé Marcus et moi, puis a soupiré. « Je vais prendre un café », a-t-elle dit, mais s'est arrêtée à la porte. « Pour ce que ça vaut, Nathaniel, ce n'est pas la même personne avec qui tu as grandi. » Après son départ, je me suis tenu au pied du lit de Marcus, maintenant une distance, à la fois physique et émotionnelle. Véronica semble gentille, ai-je dit d'un ton neutre. Marcus a hoché la tête. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans, nous nous sommes mariés le printemps dernier. J'ai reçu l'invitation, n'ai-je pas mentionné que je l'avais jetée sans répondre.
Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes. Il a regardé ses mains où une aiguille de perfusion était scotchée. Au mariage ou maintenant? Avant que je ne puisse répondre, Véronica est revenue, mais pas avec du café. Son expression était tendue. Puis-je vous parler dehors, m'a-t-elle demandé dans le couloir. Elle a fait quelques pas, puis s'est arrêtée, me faisant face directement. Je devrais être honnête avec vous, a-t-elle dit. Marcus n'a pas changé autant que tout le monde le prétend. Vos parents le dépeignent comme le fils parfait qui a fait une erreur en rentrant en voiture. La réalité est, elle a hésité. Il boit énormément depuis des années. J'ai menacé de divorcer 2 fois à cause de ça. Cet accident n'était pas un incident isolé. C'était la conclusion inévitable d'un schéma. Je l'ai étudié, essayant de déterminer sa motivation à partager cela. Pourquoi me dire ça maintenant, ai-je demandé. Elle a ri. Un son court et amer. Parce que je suis fatigué des mensonges. Parce que vous envisagez de lui donner un rein, et vous devriez savoir ce que vous sauvez réellement. Et parce que, elle a détourné le regard. Parce qu'il m'a fait certaines des choses que je soupçonne qu'il vous a faites en grandissant. La manipulation, le gaslighting, les commentaires cruels déguisés en blagues. Nous n'avons pas encore d'enfants, Dieu merci. Mais j'ai vu comment il est avec les enfants de ma sœur. Ça me fait peur. Ces mots m'ont frappé comme des coups physiques. J'avais supposé ou espéré que la cruauté de Marcus s'était limitée à moi, que c'était une dynamique bizarre spécifique à notre relation fraternelle. Apprendre qu'il avait continué le schéma avec Véronica a confirmé mes pires craintes. Il n'allait jamais changer. Avant que je ne puisse traiter cela complètement, un médecin s'est approché, le docteur Alexander est, selon son badge d'identification. Il s'est présenté et a suggéré que nous nous rendions dans une salle de consultation pour discuter de la procédure de test. Une fois que nous nous sommes assis avec mes parents, le docteur a expliqué le processus pour déterminer la compatibilité et ce qu'un don impliquerait si j'étais compatible, la chirurgie, le temps de récupération, les risques potentiels, les considérations à long terme. Il était clinique et minutieux, le traitant comme une décision médicale plutôt que comme le champ de mine émotionnel qu'il était réellement. « Avez-vous des questions » a-t-il demandé quand il a eu fini. « Oui » ai-je dit. « Qu'est-ce qui a causé l'insuffisance rénale si catastrophique de Marcus ? Était-ce juste l'accident ou y avait-il des facteurs sous-jacents ?» Le docteur a jeté un coup d'œil à mes parents, qui se sont tendus visiblement. La confidentialité du patient m'empêche de partager des détails sans le consentement de Marcus. Je peux dire en général que le traumatisme de l'accident en a été la cause immédiate, mais des conditions préexistantes peuvent certainement compliquer la récupération. J'ai compris ce qu'il ne disait pas. Les années de forte consommation d'alcool que Véronica avait mentionnées avaient déjà endommagé les organes de Marcus. L'accident n'avait fait que donner le coup de grâce à un système déjà compromis. Après la consultation, mes parents ont suggéré de déjeuner à la cafétéria de l'hôpital. Alors que nous étions assis avec des sandwichs peu appétissants et un café faible, j'ai décidé qu'il était temps d'aborder l'éléphant dans la pièce. Je dois être clair sur quelque chose, ai-je commencé. Je ne suis pas ici parce que j'ai oublié ou pardonné ce qui s'est passé quand nous vivions sous le même toit. Je suis ici parce que, malgré tout, je ne veux pas que Marcus meure si je peux l'empêcher. Mais je ne ferai pas semblant que nous sommes une famille normale se retrouvant dans une crise. Le visage de ma mère s'est froissé. Nathaniel, tout cela remonte à si longtemps. Vous étiez des enfants. Les frères et sœurs se disputent. Non, ai-je interrompu, ma voix ferme mais calme. Ce qui s'est passé entre Marcus et moi n'était pas une rivalité fraternelle normale. C'était un abus systématique, et vous l'avez tous les deux permis. Le visage de mon père s'est assombri avec l'expression familière qui m'avait autrefois terrifié. C'est une accusation très grave. Ce n'est pas une accusation. C'est une déclaration de fait. Marcus m'a tourmenté physiquement et psychologiquement pendant des années. Il a détruit mes affaires, saboté mes relations, m'a piégé pour des choses que je n'ai pas faites. Et vous deux, je les ai regardés tour à tour. Soit vous ne l'avez pas vu, soit vous avez choisi de ne pas le voir. Tu as toujours été sensible, a dit ma mère, son renvoi par défaut. Tu prenais tout tellement à cœur. Comment aurais-je dû le prendre quand Marcus a détruit mon projet scientifique ou quand il a volé mon fonds d'études et m'a piégé pour cela? N'était-ce que ma sensibilité? Mon père s'est penché en avant.
Nous ne savons pas avec certitude que Marcus a pris cet argent. Stop. Ma voix était calme, mais si tranchante qu'ils se sont tous les deux tus. C'est exactement la dynamique dont je parle. Marcus fait quelque chose de cruel ou de destructeur, ai-je souligné. Et vous niez, minimisez ou me blâmez. Cela a été le schéma de toute ma vie, et je vois que ça n'a pas changé du tout. Ma mère a commencé à pleurer doucement. Mon père a mis son bras autour d'elle, me fixant comme si j'étais le méchant de cette scène. Nous ne sommes pas venus ici pour remuer l'histoire ancienne, a-t-il dit. Nous sommes ici parce que ton frère a besoin de toi. Et j'ai besoin de quelque chose aussi, ai-je répondu. J'ai besoin de la reconnaissance de ce qui s'est réellement passé dans notre famille. J'ai besoin de rendre des comptes. Sans cela, il n'y a pas de chemin possible pour nous, avec ou sans rein. Je me suis levé, soudain incapable de rester à cette table un instant de plus. Je terminerai les tests comme promis, mais ma décision concernant le don dépendra de votre volonté d'affronter la vérité sur notre famille. Toute la vérité. Je suis parti, leurs protestations s'estompant derrière moi. J'ai trouvé un coin tranquille dans le hall de l'hôpital, le cœur battant, mais l'esprit étonnamment clair. C'était la première fois que je les confrontais aussi directement au passé. Et bien que leur réaction ait été prévisible, ma propre calme détermination était nouvelle. Après m'être ressaisi, je suis retourné dans la chambre de Marcus, le trouvant seul. Véronica était rentrée se reposer, et mes parents étaient vraisemblablement encore à la cafétéria, se remettant de notre confrontation. Ils m'ont dit que tu serais testé demain matin, a dit Marcus en entrant. J'ai hoché la tête, prenant la chaise près de son lit, mais pas trop près. Pourquoi, a-t-il demandé. Après tout ça, pourquoi même envisagerais-tu cela? C'était la première question honnête qu'il m'ait posée de toute notre vie. J'essaie encore de comprendre, ai-je répondu honnêtement. Marcus est resté silencieux un long moment, fixant le plafond. Je n'étais pas sûr que tu viendrais. Je leur ai dit de ne pas t'appeler. Cela m'a surpris. Pourquoi? Il s'est agité inconfortablement. Parce que je savais ce qu'il ferait, le sentiment de culpabilité, la manipulation émotionnelle, la même manigance qu'ils t'ont toujours faite, te rendant responsable de tout arranger. C'était une évaluation si précise de notre dynamique familiale que j'en suis resté sans voix un instant. Et il a continué, sans me regarder dans les yeux, parce que je sais que je ne mérite pas ton aide. Pendant un instant, j'ai aperçu quelque chose que je n'avais jamais vu chez mon frère auparavant, un éclair de véritable conscience de soi. Mais aussi vite, il a été remplacé par le Marcus plus familier. Mais ils ont insisté, a-t-il dit, une pointe de l'ancien sentiment de droit se glissant dans sa voix. Ils ont dit que tu étais la seule option restante. Et la famille, n'est-ce pas? Malgré nos différences. Différences, ai-je répété incrédule. Est-ce ainsi que tu appelles ce que tu m'as fait pendant 18 ans? Des différences? Sa mâchoire s'est crispée. J'étais un gamin aussi, Nathaniel. Les enfants font des choses stupides. Les enfants se taquinent. Ils se disputent. Ils ne s'engagent pas dans une torture psychologique systématique. Ils ne piègent pas leurs frères et sœurs pour vol ou ne détruisent pas leurs opportunités universitaires. Toujours aussi dramatique, a-t-il marmonné. Et à ce moment-là, il ressemblait exactement à notre mère. Écoute, si tu vas aider, aide. Sinon, retourne simplement à Seattle. Ne rends pas cela plus difficile que nécessaire. Je me suis levé, une vague de clarté m'envahissant. Rien n'avait changé. Ni Marcus, ni mes parents, ni la dysfonction fondamentale qui m'avait poussé à traverser le pays à 2 reprises. Je serai au centre de test à 8 heures demain, ai-je dit. Après cela, je déciderai de ce qui se passera ensuite. J'ai quitté la pièce sans me retourner, ma décision se cristallisant déjà, bien que je ne la verbaliserai pas avant d'avoir eu le temps de bien réfléchir. Dans le couloir de l'hôpital, j'ai sorti mon téléphone et réservé une chambre d'hôtel. Il était hors de question que je reste chez mes parents, entouré des échos de la vieille douleur et du nouveau déni. En marchant vers la sortie, j'ai ressenti une étrange légèreté. Je les avais tous affrontés, Marcus, ma mère, mon père, et j'avais tenu bon. Leur pouvoir de me rabaisser, de me faire douter de ma propre réalité, s'était finalement brisé de manière irrévocable. Dans ma chambre d'hôtel ce soir-là, je me tenais à la fenêtre,
regardant la pluie familière de Portland strier le vert. La ville semblait à la fois intimement connue et complètement étrangère, comme un rêve récurrent soudainement vécu éveillé. J'ai d'abord appelé Stéphanie, décrivant les confrontations avec ma famille, les révélations de Véronica sur Marcus et le sentiment de vide qui s'était installé dans ma poitrine. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, ai-je admis. Une partie de moi espérait qu'une crise aussi grave aurait pu les changer, les rendre plus réfléchis, plus honnêtes. Mais ils sont exactement les mêmes. Les gens changent rarement, à moins qu'ils ne le veuillent, a dit Stéphanie doucement. Et vouloir changer exige de reconnaître qu'il y a quelque chose qui ne va pas en premier lieu. Sa voix, stable et rationnelle, m'a ancré. C'était la différence entre mon passé et mon présent. Avoir quelqu'un qui se tenait fermement à mes côtés, qui me voyait clairement et me valorisait constamment. Ensuite, j'ai appelé le docteur Carter, qui avait accepté d'être disponible pendant ce voyage, étant donné sa signification psychologique. J'ai l'impression d'être manipulé dans une situation sans issue, lui ai-je dit. Si je donne, je sacrifie ma santé physique pour quelqu'un qui m'a abusé et montre un remords minimal. Si je ne le fais pas, je suis le méchant qui a laissé son frère mourir par pure méchanceté. Ce ne sont pas vos seules options, a souligné le docteur Carter. Il y a une voie médiane ici. Vous pouvez fixer des conditions qui protègent votre bien-être tout en aidant, si c'est ce que vous voulez finalement faire. Quel genre de conditions? Cela dépend de ce dont vous avez besoin pour vous sentir en sécurité dans cette interaction. Qu'est-ce qui ferait en sorte que cette situation vous semble moins un sacrifice et plus un choix? J'ai réfléchi à cette question toute la nuit, faisant des listes, rayant des choses, affinant mes pensées. Au matin, j'avais de la clarté. Le processus de test était simple. Prise de sang, typage tissulaire, évaluation complète de la santé. L'équipe médicale était professionnelle et non jugeante, traitant mon don potentiel comme mon choix plutôt qu'une conclusion inéluctable. Après avoir terminé les tests, j'ai demandé une réunion privée avec mes parents. Nous nous sommes réunis dans la même salle de consultation que la veille. Le territoire neutre de l'hôpital offrant un certain tampon émotionnel. Je veux être très clair sur notre situation, ai-je commencé. Les résultats des tests prendront quelques jours. Si je suis compatible et si je décide de faire un don, ce sera sous des conditions spécifiques. Ma mère a commencé à protester. Mais mon père a posé une main protectrice sur son bras. Quelles conditions, a-t-il demandé. J'ai pris une grande inspiration. Premièrement, la reconnaissance. J'ai besoin que vous reconnaissiez tous les deux que ce qui s'est passé dans notre famille n'était pas une rivalité fraternelle normale. Marcus m'a abusé systématiquement et délibérément, et vous l'avez permis par le déni et l'inaction. Le visage de ma mère s'est durci. Nathaniel, ce n'est pas le moment pour, c'est exactement le moment, ai-je interrompu. Pendant des années, j'ai porté ce fardeau seul. J'ai travaillé dessus en thérapie, j'ai reconstruit ma vie malgré cela, mais vous n'avez jamais eu à y faire face. Ça se termine maintenant, ai-je continué, ma voix stable. Deuxièmement, l'action. Vous avez tous les deux besoin d'aide professionnelle pour comprendre votre rôle dans ce qui s'est passé. Je veux un engagement dans une thérapie familiale avec un spécialiste des systèmes familiaux dysfonctionnels. Pas juste une ou deux séances pour m'apaiser, mais un véritable engagement continu. L'expression de mon père était indéchiffrable. Et troisièmement, les limites. Si je fais cela, cela ne remet pas notre relation à une version fantasmée où tout est pardonné et oublié. Cela ne vous donne à aucun d'entre vous le droit de me faire des demandes ou des attentes au-delà de cette situation spécifique. Ma vie à Seattle, ma relation avec Stéphanie, mes contacts limités avec cette famille, tout cela reste mon choix. Le silence qui a suivi était lourd de décennies de vérité tacite. Ma mère a essuyé des larmes de ses joues, mais ses yeux contenaient plus de colère que de tristesse. Tu nous fais du chantage alors que la vie de ton frère est en jeu, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu calmement. J'établis les conditions dans lesquelles je suis prêt à aider. Vous êtes libre de les refuser. Il existe des options de dialyse, des listes d'attente pour des greffes, d'autres voies médicales. Je ne suis pas le seul espoir de Marcus. Je suis juste le plus pratique. Mon père, toujours pragmatique, a demandé, et si nous acceptons ces conditions? Alors, si je suis compatible, je ferai le don. Mais l'accord vient d'abord, pas après. Je les ai laissés en discuter,
sachant qu'il considérerait probablement mes conditions comme déraisonnables ou vindicatives plutôt que comme les protections nécessaires qu'elles étaient. Je suis retourné à mon hôtel, j'ai fait ma petite valise et je me suis préparé à l'un ou l'autre résultat. Quoi qu'il décide, je quitterai Portland demain, ne revenant que si nécessaire pour l'opération. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. C'était mon père. Nous avons discuté de vos exigences, a-t-il dit, le mot étant clairement désagréable pour lui. Ta mère et moi sommes prêts à essayer cette thérapie que tu suggères. Non pas parce que nous sommes d'accord avec ta caractérisation du passé, mais parce que si c'est ce qu'il faut pour sauver Marcus, nous le ferons. Ce n'était pas la reconnaissance complète que j'avais espérée, mais c'était un mouvement, aussi léger soit-il, et les autres conditions? J'ai fait une pause. Oui, nous comprenons les limites. Cela ne change pas tout du jour au lendemain. Alors, si je suis compatible, je le ferai. 3 jours plus tard, l'appel est arrivé. J'étais compatible. L'opération a été programmée pour la semaine suivante, me laissant le temps de retourner brièvement à Seattle pour me ressourcer auprès de Stéphanie avant l'intervention. Le jour de l'opération, Stéphanie est descendue me rejoindre. Mes parents étaient mal à l'aise avec elle, ne sachant pas comment interagir avec cette personne qui connaissait la vérité crue sur eux. L'intervention elle-même a été un succès. Mon rein a été prélevé par laparoscopie et transplanté à Marcus. Les médecins étaient optimistes quant à son pronostic, à condition qu'il apporte des changements significatifs à son mode de vie, principalement de ne plus jamais boire d'alcool. Pendant ma convalescence, Stéphanie est restée à mes côtés, farouchement protectrice, intervenant auprès de ma famille pour s'assurer que mes limites restaient intactes. Marcus a envoyé une note manuscrite qui disait simplement « Merci. Je ne le mérite pas ». C'était peut-être la communication la plus honnête que nous ayons jamais eue. Mes parents ont bien suivi une thérapie, bien que j'ai appris de leur thérapeute, avec leur permission, qu'ils avaient du mal à accepter leur rôle dans le dysfonctionnement familial. Ma mère, en particulier, a résisté à l'idée qu'elle avait échoué à me protéger, trouvant plus facile de croire que j'avais été trop sensible que d'avoir été négligente. 6 mois plus tard, de retour à Seattle et complètement rétabli, j'ai reçu un email de Marcus. Il était sobre, écrivait-il, assistant à la fois à une thérapie individuelle et aux alcooliques anonymes. Véronica avait accepté d'essayer le conseil avec lui. Il n'a pas demandé pardon ni de relation, a juste partagé l'information à titre d'archive. Je n'ai pas répondu immédiatement. Quand je l'ai fait, des semaines plus tard, mon message était bref, je suis content que tu reçoives de l'aide. Prends soin de mon rein. Mes parents ont continué à appeler mensuellement. Nos conversations restaient maladroites, mais avec des moments de plus grande authenticité qu'auparavant. Ma mère faisait occasionnellement référence à quelque chose de ces séances de thérapie, indiquant qu'elle s'engageait au moins dans le processus. Mon père, une fois, à mon grand choc, a dit « Je pense que nous avons manqué beaucoup de ce qui se passait entre vous deux garçons. J'essaie de comprendre pourquoi. » Ce n'était pas un règlement de compte complet, mais c'était un début. Stéphanie et moi avons poursuivi nos projets de mariage, une petite cérémonie sur la côte de Washington. J'ai invité ma famille avec des attentes claires quant à leur rôle et leur comportement. Ils ont assisté, discrets et prudents, essayant clairement de naviguer dans les nouvelles dynamiques entre nous. Pendant la réception, Marcus s'est approché de moi, gardant une distance respectueuse. « Félicitations », a-t-il dit. « Stéphanie semble bonne pour toi. »« Elle l'est », ai-je acquiescé. « Écoute, je sais que nous ne pouvons pas revenir en arrière. Je sais qu'il s'est passé trop de choses, mais je voulais te dire que je suis désolé. Ce n'est pas suffisant, mais c'est vrai. » C'était la chose la plus proche d'une excuse sincère que j'ai jamais reçue de sa part. J'ai hoché la tête, incapable d'offrir le pardon pour l'instant, mais reconnaissant l'effort. « Prends soin de toi, Marcus, ai-je dit, et comme je l'ai dit avant, prends soin de mon rein. » Il a presque souri à cela, puis est parti, respectant les limites que j'avais établies. De retour dans notre maison de Seattle, maintenant partagée avec Stéphanie comme mon épouse, j'ai senti les dernières pièces de mon parcours de guérison se mettre en place. J'avais affronté mon agresseur et ceux qui l'avaient permis. J'avais établi des limites et les avais fait respecter. J'avais offert de l'aide sans sacrifier mon estime de soi ou ma sécurité. Plus important encore, j'avais appris que la famille ne se résume pas au sang ou à une histoire partagée. C'est une question de respect, d'honnêteté et de soins mutuels.
Stéphanie était ma famille maintenant. Trevor était ma famille. Les amis qui m'avaient soutenu tout au long de ce voyage étaient ma famille. Et mes parents proches, ils existaient dans un espace soigneusement géré à la périphérie de ma vie. Leur accès à moi dépendait de leurs efforts continus vers le changement. Je ne sais pas s'ils comprendront ou reconnaîtront un jour pleinement les dommages qu'ils ont causés, mais j'ai réalisé que ma guérison ne dépend pas de leur reconnaissance. Ma paix est la mienne à construire et à protéger, quel que soit leur chemin. Si vous avez déjà été le bouc émissaire de votre famille, celui dont la vérité a été niée, dont la douleur a été minimisée, sachez ceci, vous pouvez vous échapper. Vous pouvez guérir. Vous pouvez construire une vie où vous êtes valorisé et cru. Et parfois, vous pouvez même trouver un moyen d'aider ceux qui vous ont blessé sans vous sacrifier dans le processus. Quelle est votre expérience avec des dynamiques familiales comme celle-ci? Avez-vous déjà dû établir des limites fermes avec des proches toxiques? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez votre histoire. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre exactement ce que vous avez traversé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si cette histoire a résonné en vous et de la partager avec quelqu'un qui pourrait être confronté à des problèmes familiaux similaires. Merci d'avoir écouté et rappelez-vous que votre vérité compte, même quand les autres refusent de la voir. As I'm falling, I hit it. Whack! Bang! Perfect. Never miss. Never fail. If I fail, it's because I'm dead. If Penny has 100 followers, I'll be there. If Penny has 0 followers, I'm dead. Bing 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 bing. I actually don't know where I am anymore. I got lost. It's actually kind of a sick generation. It's got my boys are sitting. Unsit. Unsit. Sick 'em, girls. Dwarlof. I didn't need to use the warp. Probably should have gotten the warp though. Is Punny up or down? Punny's down. I came back down. Come here, kitten. This guy's a freaking menace. This guy's literally a freaking menace. You're a menace. Come back, Blitzers. Where are we going to? We need to go to Lush Forest. And then the horse is here. We ride the horse. We go to Silly Saloon. I mean, Spa? Yep. Sublime. And just like that, we're done. And the horse is here. So we can... Wait. That's your horse. Did I not tame this horse? I just kidnapped him? Yes. Which kind of not good anyway. I reckon if we breed your horse and my horse, we can get a decent horse. That's definitely the play. Or, this one we should just maybe take care of, if you know what I'm saying. Damn, that's brutal. Actually, this horse would be good for getting the speed average up because it's... Peter, the horse is here. Because yours... Actually, your speed's about... Mine is very comparable, but this one's jump height is so bad that it would be... Just... go here. And he's fucking resistant to being tamed. Oh, as I say that. What?
What the flip? There we go. Get him out of here. Poor guy. Maybe the silly saloon want him. But. I need to make... Do you or do you not feel bonita? I feel bonita. Me when I'm thinking. Why did I just make a fucking bucket? I forgot that we had scaffolding.